il y a des variations hormonales qui ne sont pas régulières et ces variations impactent plein de choses de notre corps. La ménopause, c'est pas la fin de la vie, c'est la fin d'un cycle, la fin des cycles en l'occurrence, mais c'est aussi le début de plein d'autres choses et qu'il est possible de bien la vivre, de bien s'entourer, de bien se renseigner. Bonjour à tous et bienvenue dans le hors-série spécial ménopause du podcast Les Rendez-vous du Bien-être porté par Aromazone. Dans ce premier épisode, j'ai la chance et le bonheur de recevoir l'une des sages-femmes phares des réseaux sociaux, Charline Gaillot, alias Charline Sage-Femme. Bonjour Charline. Bonjour. Alors, je vais faire rapidement ton CV. Tu es sage-femme depuis 10 ans, depuis 6 ans en libéral, et puis en parallèle de ton activité, parce que c'est sûr, ça occupe pas assez de temps, sage-femme. Tu es créatrice de contenu à travers le compte Charline Sage-Femme sur différents réseaux sociaux. Eh bien, c'est dans le but de rendre accessible des informations autour de la santé pour les femmes. Et aujourd'hui, je suis très, très heureuse puisque tu es la marraine de ce programme. C'est le premier épisode. Et on va parler de quoi ? On va parler d'un sujet qui nous touche toutes, la ménopause. Voilà, même toi, tu y as encore un petit peu de temps. Alors, j'espère. Oui. D'abord, on va s'intéresser à la ménopause d'un point de vue médical. Qu'est-ce que c'est exactement la ménopause ? Alors, déjà, premièrement, la ménopause, le plus simplement possible, c'est une période normale, physiologique, c'est pas une pathologie, où en fait, tout simplement, on arrête d'avoir nos règles définitivement. En gros, en tant que femme, eh bien, on a été fertile pendant un moment de notre vie, du début de nos règles, et là, nos règles, elles s'arrêtent, et on devient donc ménopausée. D'un point de vue médical, on dit qu'on est ménopausée lorsqu'on a eu 1 an sans règles. 1 an sans règles, bien évidemment, sans raison médicale. En moyenne, la ménopause, ça arrive vers 50-51 ans pour la majorité des femmes. Et d'un point de vue un peu plus médical, pour comprendre, en fait, quand on a nos règles, c'est qu'on ovule, donc on peut avoir un bébé. Et quand on n'a plus d'ovules, eh bien là, c'est le fonctionnement de nos ovaires qui arrête de fonctionner. Et donc, avant la ménopause, on commence à avoir quelques troubles. Les fameux. C'est quoi les grands ? Alors, il y a des grandes phases quand même dans la ménopause, alors qui ne sont pas toujours vécues de la même manière en fonction des femmes. Mais est-ce que tu peux nous expliquer les grandes phases de la ménopause ? Complètement, c'est important de le dire. Chaque ménopause est individuelle. Donc là, je vais parler en général, mais c'est possible que des personnes qui nous écoutent n'aient pas du tout ça ou cumulent. Donc, c'est possible de tout cumuler. Beaucoup de chance. Voilà. Effectivement, avant la ménopause, donc avant l'arrêt définitif des règles, on a ce qu'on appelle la périménopause, ou parfois on parle de préménopause. C'est une période variable selon les femmes de 2 à 5 ans, donc en gros qui arrive pendant la quarantaine en général, où on commence à avoir des troubles. Pour retenir ces troubles-là, il y a un acronyme qui s'appelle BISES, B-I-S-E-S, qui permet de retenir la majorité des troubles qu'on peut ressentir. Donc les fameuses bouffées de chaleur, qui sont les plus connues. I pour l'irrégularité des cycles. C'est généralement ce qui arrive en premier d'ailleurs. Ça y est, il y a des changements hormonaux, donc les ovaires fonctionnent plus comme d'habitude. Et alors qu'habituellement, on a nos règles régulièrement, là, c'est plus le cas. Donc, irrégularité des règles qu'on n'observe pas si toutefois on a une contraception hormonale, par exemple la pilule. S pour les sautes d'humeur. On comprend pas. On se sent pas comme d'habitude. On a des variations d'humeur. E pour l'évolution du poids. Il y a beaucoup de femmes ménopausées qui observent qu'elles n'ont pas changé de mode de vie et pour autant, elles prennent du poids. Et enfin, S pour sécheresse de la peau et des muqueuses. Tout ça, c'est une petite merveille quand même. Ah, mais bon, il y a des solutions, on va en parler un peu plus tard. Alors, on dit qu'il y a un âge à peu près moyen, tu me disais, 50-51 ans, mais est-ce qu'il peut y avoir des ménopauses précoces ou tardives ? Exactement, donc en moyenne 50-51 ans, généralement ça arrive entre 45 et 55 ans, c'est vraiment, on va dire, la norme. Au-dessus de 55 ans, on va parler de ménopause tardive et avant 40 ans, pour le coup, on va parler de ménopause précoce. Dans la majorité des cas, on ne sait pas expliquer pourquoi, notamment, ça arrive précocement. Donc, ce n'est pas toujours quelque chose qu'on peut anticiper. Mais après, il y a d'autres personnes qui peuvent savoir d'avance si elles risquent d'avoir une ménopause précoce, notamment des personnes qui ont pu avoir des traitements lourds, par exemple une chimiothérapie, malheureusement, ou des personnes qui sont immunodéprimées. Mais ça, généralement, c'est des personnes qui le savent d'avance qu'elles sont à risque d'une ménopause précoce. Mais ça peut toucher tout le monde. Donc, ce qu'il faut retenir, en gros, c'est que si avant 40 ans, alors qu'on n'a pas de traitement spécifique, alors qu'on n'a pas de contraception, on n'a pas nos règles pendant plusieurs mois, déjà au bout de 3 mois, on va consulter pour faire le point et on n'attend pas 1 an.
D'accord. On va reprendre les fameux, l'acronyme BIS. Alors, bouffées de chaleur. Donc, ces bouffées de chaleur, elles sont dues à quoi? Alors, de toute façon, tout ce que j'ai cité sont dus aux changements hormonaux. Vraiment, nos ovaires, donc ces deux boules qui se trouvent dans notre bassin, au bout des trompes de Fallope, au-delà de créer des ovocytes, donc des ovules, donc nos gamètes qui nous permettent d'avoir des enfants, elles produisent également des hormones et elles envoient aussi des signaux à notre cerveau. En fait, c'est un cercle vertueux. Nos ovaires fonctionnent, ça envoie un message à notre cerveau qui ensuite envoie un message à nos ovaires et c'est comme ça qu'on est réglé. Quand on approche de la ménopause, en fait, on a notre stock de follicules qui diminue petit à petit et ça fonctionne plus comme d'habitude. Ce cercle qui est hyper bien rodé, et parfois il fonctionne bien, parfois moins bien. Et donc, il y a des variations hormonales qui ne sont pas régulières et ces variations impactent plein de choses de notre corps. Et notamment, il y a une hormone qu'on entend souvent, c'est les oestrogènes. C'est ça qui commence à diminuer. Et on sait que quand on a moins d'oestrogènes, ça peut influencer sur la manière dont notre cerveau est capable de nous dire quelle température, en gros, il fait dans la pièce. Et de nous envoyer des informations, oui. Voilà. Et donc, c'est complètement anarchique. Le jour, on a hyper chaud d'un coup, juste 30 secondes, comme pendant 5 minutes. Mais également, on parle aussi des sueurs nocturnes qui peuvent être plus ou moins handicapantes selon les femmes. Et puis l'humeur, effectivement. L'humeur, c'est quand même quelque chose d'assez... moi, je sais que dans mon cas, ça a été quand même quelque chose d'assez... me mettre à pleurer quand j'avais une feuille, parce que je trouvais ça beau, le printemps, des feuilles qui tombent, voilà. Et on se dit, mais c'est pas possible. Oui, ça, on le sait que les hormones influencent l'humeur. Il y a peut-être beaucoup de femmes qui nous écoutent qui ont déjà un syndrome prémenstruel, donc des variations de l'humeur avant les règles. Ouais. Sauf que là, comme le cycle n'est plus régulier, c'est plus que avant les règles. Ouais. Donc déjà, le syndrome prémenstruel peut être majoré, youpi, et en plus, on peut avoir effectivement plus de sautes d'humeur en dehors de cette période qui précède les règles. On donnera peut-être les solutions tout à l'heure. Bien sûr. Mais en plus de ce changement hormonaux, comme on peut par exemple avoir des bouffées de chaleur qui impactent notre sommeil, forcément, on est fatigué. Quand on dort pas bien, on est fatigué et forcément on est davantage irritable. On est de mauvais poil. Voilà. Je voudrais qu'on fasse un petit focus sur la peau, parce que tu parles de sécheresse de la peau, d'une peau qui se transforme. Alors là aussi, c'est hormonal. Est-ce qu'on a des petites solutions? Complètement, c'est hormonal, c'est aussi lié à l'âge. Oui. Les solutions, ça va être principalement des solutions locales, vraiment. Quels produits j'utilise pour me doucher, privilégier des produits doux si ce n'était pas encore le cas. Vraiment, la ménopause, c'est le moment pour appliquer tous les conseils qu'on a entendus pendant toute la vie. Et là, on se rend compte que ça fonctionne. Donc, utiliser des savons doux, si possible, sans trop de parfum, voire pas de parfum. Mettre de la crème sur sa peau quotidiennement. D'accord. On le sur fait tout le corps? Sur tout le corps. C'est long. Oui. C'est long. On peut aussi voir ça. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent du j'ai le temps pour les autres, mais pas pour moi. Aussi, c'est vrai. Oui. Donc, ça peut être aussi un moyen de le faire en conscience. En fait, de se dire, tiens, je vais me mettre de la musique, je vais respirer et je vais me mettre de la crème, non pas parce que je dois le faire, mais parce qu'en fait, j'ai pas de moment pour prendre du temps pour moi. Et en fait, autant coupler ce moment-là. C'est ça, oui. Voilà. De se faire sa bulle et de se créer son moment. Ouais, c'est ça. Un peu se dire, OK, je me masse, en fait. Pas juste, j'hydrate ma peau. Je me masse. Et donc, ça peut être l'hydratation, bien évidemment. Souvent, on entend de plus en plus parler d'acide hyaluronique. Ouais. L'acide hyaluronique, ça fait partie notamment des éléments qu'on a dans la peau qui est moins produit avec l'âge, mais aussi avec la diminution de la production des oestrogènes. Et donc ça, c'est très simple de mettre un sérum à l'acide hyaluronique avant de mettre sa crème qui va vraiment faire barrière ensuite. Et j'ai parlé de la peau, mais il y a aussi sécheresse des muqueuses. Et il existe également de l'acide hyaluronique qu'on trouve en pharmacie pour mettre à un endroit local. Et en plus de tout ça, vraiment, c'est la base, j'ai envie de dire, c'est presque non négociable. En plus de tout ça, parfois, il existe des traitements hormonaux. J'allais t'en parler, justement. Donc, le fameux traitement hormonal pour supplanter la baisse d'œstrogène et de progestérone. C'est pour qui? C'est pourquoi? Est-ce que c'est bien? Alors, ça a été beaucoup décrié. Donc, c'est possible que les personnes qui nous écoutent se disent « Non, mais pas du tout. Moi, j'ai entendu plein de choses négatives dessus. » Ça a été beaucoup décrié. On revient dessus. C'est pour qui? C'est pour les femmes pour qui les symptômes sont handicapants et pour qui les solutions naturelles et locales ne suffisent pas. Par exemple, parfois, mettre de la crème sur sa peau, mettre de l'acide hyaluronique, ça suffit. Et dans ces cas-là, c'est très bien. Pour tous les autres symptômes, ou si ça ne suffit pas, par exemple, notamment, je pense aux sécheresses intimes qui peuvent ensuite causer des gênes au quotidien ou des douleurs pendant les rapports, on peut mettre des substitutifs
hormonaux, Oui. soit localement, par exemple, s'il y a une gêne intime, mais aussi il existe des patchs ou des comprimés s'il y a des gènes globales. Vraiment, si j'ai de l'irritabilité, si j'ai des bouffées de chaleur qui impactent mon quotidien de manière handicapante, bah, j'en parle à mon médecin et on voit ce qu'on peut faire. Vraiment, c'est si ça devient handicapant. Est-ce qu'il y a des équivalences en produits naturels sans hormones? Parce que tu entends parler souvent, alors la protéine de soja, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Tu vois, on te vend, on essaye de te vanter aussi des solutions où tu n'as pas de prise d'hormones directe. Alors, ça n'équivaut pas toujours, mais c'est Oui. intéressant de s'y pencher. C'est bien en tout cas de s'y pencher avec un avis médical quand même parce qu'il peut y avoir des contre-indications. Effectivement, le soja, c'est une plante qui est dite phytoœstrogène, donc plante œstrogène, c'est une plante qui peut donner la même action que l'œstrogène. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'inverse, il ne faut pas trop en consommer, notamment si on a un risque, par exemple, de cancer du sein. On a des huiles, par exemple, l'huile d'onagre ou de bourrache, qui peuvent aussi avoir ces vertus-là. Moi, c'est quelque chose que je conseille à mes patientes de mettre de l'huile d'onagre, soit d'en prendre en gélule, soit d'en mettre en local si elles ont des troubles vulvaires, qui peuvent Assouplir, hydrater et un peu aider comme le feraient les oestrogènes D'accord. à la production de collagène, d'hydratation, etc. Donc, c'est des choses qui peuvent être faites, mais il peut y avoir des contre-indications, comme par exemple des antécédents de cancer du sein. Donc, oui, mais si possible avec conseil. D'accord. Et quid des compléments alimentaires, alors? Des choses à ingérer. Alors, les compléments alimentaires, ça ne fait pas l'unanimité dans le monde médical. D'accord. Raconte-moi pourquoi. Tout n'est pas toujours prouvé. Néanmoins, tout n'est pas non plus recherché. D'accord. Je pense aussi, à titre personnel, et là, j'engage que moi, qu'en tant que pro de santé, on n'a pas non plus toujours le temps de se plonger dans les études qui peuvent être faites sur les compléments alimentaires. Moi, à titre personnel, j'ai fait une formation sur les compléments alimentaires. Je me suis renseignée. Je ne les conseille pas tous, mais je vais donner l'exemple, par exemple, du magnésium. Oui. Pour le coup, quand on est stressé, quand on est irritable, on puise dans nos réserves de magnésium et prendre du magnésium, ça aide. Oui. Si possible, plutôt du magnésium bisglycinate. Ça aide à se sentir bien, à nous apaiser. C'est pas miraculeux les compléments alimentaires, et c'est là où parfois l'amalgame est fait. C'est qu'on a l'impression que ça va remplacer une alimentation et un mode de vie équilibré, et c'est pas du tout comme ça que c'est censé être pris. Je le répète, si jamais c'est pas évident pour tout le monde, mais c'est un complément. Donc, on part de la base, le mode de vie, l'alimentation. Alors justement, madame, l'alimentation, est-ce qu'il y a une alimentation spécifique après la ménopause ou pendant la péri et la ménopause pour essayer de préserver notre capital jeunesse? Eh bien, partons de la base. Je suis pas diététicienne, Ouais. donc je vais donner quelques conseils un peu plus précis, mais en réalité, moi, j'aime dire à mes patientes, franchement, regardez ce mois-ci, qu'est-ce que vous avez mangé, ou ne serait-ce que cette semaine. Est-ce que vous avez mangé des légumes tous les jours? Est-ce que vous avez bu votre litre et demi par jour? En fait, commençons par ça. Est-ce que y a des légumes verts au quotidien dans votre alimentation, des fruits? Est-ce que c'est le cas? Et déjà, la majorité de mes patientes me disent non. Donc, en fait, on va commencer par là. Également, c'est vraiment, si je ne parle pas de choses très spécifiques, il y a une catégorie d'aliments qui est hyper importante au moment de la ménopause, c'est les protéines. Donc, on va retrouver dans les viandes, les volailles, les œufs et également… Les légumineuses, certaines. Voilà, les légumineuses pour les protéines végétales. C'est hyper important parce qu'avec l'âge et la ménopause, on perd aussi de notre masse musculaire. Or, c'est elle qui va aussi nous permettre d'avoir une structure osseuse importante. Or, avec la ménopause, on perd aussi notre capital osseux. Et c'est pour ça, pour revenir aux compléments alimentaires, que pour le coup, il y a des compléments qui sont recommandés, notamment la vitamine D. Ça fait partie des vitamines qu'on est censé prendre au moins trimestriellement parlant ou au quotidien pour les personnes qui préfèrent prendre des gouttes quotidiennement. Ça fait partie des choses qu'on doit prendre quand on est ménopausé pour aider à ce que nos os restent solides avec l'âge. Et alors, est-ce que la prise de poids, elle est évitable quand on devient la ménopause? Ou est-ce qu'il y a des tips? C'est le métabolisme qui ralentit, c'est ça? Ouais, le métabolisme qui ralentit, tout à fait, notamment alors que
les femmes prennent pas du poids aux mêmes endroits que les hommes habituellement. Voilà, là, nous, notre habitude, c'est plus la culotte de cheval. Et avec la ménopause, on observe que c'est plus le ventre qui est habituellement plus la chez les hommes. Bouée, hein, la fameuse bouée jolie qui te fait une silhouette en maillot de bain, mais un truc de fou. La voici, la voilà, la bouée, tout à fait. Oui, c'est évitable. Mais comme notre métabolisme ralentit, ça veut dire la quantité de graisse qu'on est capable de... Enfin, les calories qu'on dépense au repos, ça diminue. Et forcément, si on garde le mode de vie habituel, et non, c'est pas évitable. En fait, il faudrait limite faire plus. De sport, manger moins. Manger mieux. Oui. Pas manger moins, manger mieux. Ok. Manger mieux. Vraiment, il y a des personnes qui prennent du poids parce qu'elles mangent moins. En fait, c'est quand on mange pas assez, on stocke parce que le corps se dit en fait j'ai besoin. Donc manger mieux, vraiment des protéines et bouger plus. Et en plus c'est bon pour le moral, c'est bon contre l'irritabilité. Vraiment le sport a tellement de vertus et que c'est trop bête de pas s'appuyer dessus. Ça c'est clair. Alors, toi, en tant que sage-femme, en tant que libérale, tu suis des femmes, tu me disais tout à l'heure avant le podcast, de 7 à 84 ans, c'est ça ? C'est ça. Donc, j'imagine que tu as côtoyé bon nombre de femmes qui sont dans cette phase de péri-ménopause ou juste post-ménopause. Est-ce que tu as quelques petits retours d'expérience ou quelques petites anecdotes à partager avec nous ? Complètement. Alors, je me souviens notamment d'une patiente qui était toute chamboulée d'observer, elle avait 42-43 ans, elle commençait à avoir des cycles irréguliers. Donc, on dit que ça a commencé. Ouais. Et elle se disait, en fait, je voulais plus d'enfants. Mais le fait que là, je n'ai plus le choix, je sens que c'est dur. Et elle vivait un peu comme un deuil. Comme une punition, en fait. Oui. Et c'est intéressant et c'est quelque chose qui revient souvent. C'est vrai que en tant que femme, on est beaucoup décrite selon notre désir ou non de maternité, selon notre position de mère ou non. Et là, tout à coup, c'est plus un choix. Donc, ça peut être étrange de se définir en tant que femme sans se définir en tant que potentielle mère. Donc, c'est intéressant, je trouve, de partager ce retour parce que ça permet aussi de se questionner sur le sujet avant même la ménopause, parce que nous ne sommes pas que des potentielles mères quand même. Oui. Et aussi, je me souviens d'une femme qui a hyper mal vécu son entrée dans la ménopause. Parce que, notamment, la personne qui l'a suivie, moi, je ne la suivais pas d'un point de vue gynécologique, je la suivais parce qu'elle avait des douleurs pendant les rapports. Et lorsqu'elle est entrée dans la ménopause, elle a eu 0 information. Donc, je suis ravie qu'on fasse ce podcast. Ouais. Et on a commencé à se voir parce qu'elle avait des douleurs pendant les rapports et que j'ai une formation là-dessus. Et je lui ai conseillé des bouquins, des podcasts comme celui-ci. Et en fait, je n'ai pas fait plus que ça. Parler, lui donner des ressources. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien d'entendre que j'étais pas la seule. Bien sûr. Et vraiment, parfois, ça paraît rien. Parfois, on se dit, mince, j'ai tenté tous les conseils là, que Charline vient de me donner. Je fais du sport, je mange bien. Et en fait, j'ai des symptômes. Mais est-ce que vous en avez parlé autour de vous ? Est-ce que vous en avez parlé aux autres femmes pour moins se sentir seule ? Et c'est ça aussi, bien vivre sa ménopause. Complètement. Et alors, c'est vrai que la ménopause, ça a été un sujet tabou quand même pendant des années. Je sais, l'époque de nos mères ou de nos grands-mères, ça n'existait pas, on n'en parlait pas, comme un peu les règles, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, la parole se libère et c'est bien, non ? Oui, c'est bien, c'est pas assez. Ouais. Je pense que comme c'est encore beaucoup pathologisé, on se dit que c'est un problème. Il y a une forme de honte, peut-être aussi dans le monde professionnel parfois. Est-ce que tout à coup, je deviens périmée ? Ouais, exactement. Je rappelle que quand même, la ménopause, ça arrive en moyenne à 50 ans. On commence à avoir les symptômes autour de la quarantaine. Enfin, on n'est pas à la veille de la retraite, on a encore le temps et de travailler et de vivre, c'est clairement pas la fin. Mais il y a cette peur d'être plus dans le coup, d'être périmée, aussi peut-être de montrer une forme de vulnérabilité parce qu'on a des symptômes et je pense qu'en fait, c'est censé se renverser. Le fait d'en parler, c'est le vivre mieux, mais aussi sensibiliser peut-être le monde professionnel aussi à mettre des choses en place ou se dire qu'on peut ouvrir la parole et faire en sorte que les femmes qui traversent ça, parce que ce sera le cas de toutes les femmes, ce soit simple pour elles. Donc pour moi, c'est aussi le rôle de la société et des entreprises de prendre à bras-le-corps ce sujet. Il y a besoin de dédramatiser, c'est ce que tu veux dire ? Complètement. Et il y a des petits tips pour ça ? En parler. Ouais. Franchement, pour moi, il n'y a pas de secret, c'est vraiment en parler. Avec une forme de légèreté, peut-être parfois de l'autodérision aussi. Ouais. Et se rappeler que c'est une chance d'être ménopausée. Alors, c'est peut-être cucu ce que je vais dire, mais si on est ménopausée, ça veut dire qu'on a vécu jusqu'à 50 ans, ce qui est
pas la chance de tout le monde. Donc Bien moi, sûr. j'aime bien voir les choses aussi comme ça. Et aussi voir les avantages de la ménopause. La ménopause, c'est aussi plus de charges contraceptives, plus de grossesse non désirée et donc une sexualité sans cette pression derrière. Et aussi parfois, finalement, l'inconvénient parfois de devenir un peu invisible à la cinquantaine, ce qui est un problème, c'est aussi ne plus se soucier du regard des autres. Et en fait, se dire, en fait, je m'affirme. Exactement, et je suis ancrée et je suis bien dans mon époque et dans mon âge. Alors, il y a une chose aussi je pense qu'il faut que tu insistes de dire, c'est que c'est pas parce qu'on est ménopausé qu'on va plus chez le gynéco. Complètement. C'est hyper important pour moi de passer ce message. Comme on vient de le dire, la ménopause, c'est en moyenne à partir de 50 ans. Déjà, aller faire son suivi gynécologique, donc je le rappelle avec gynécologue, sage-femme ou médecin généraliste. Je le dis parce que pour les personnes qui n'ont pas compris, en tant que sage-femme, je peux faire du suivi gynécologique. C'est pour ça que je parle de ménopause aujourd'hui. C'est important. Donc, la cinquantaine, c'est aussi le début du dépistage du cancer du sein. On continue les frottis jusque 65 ans. Alors, tous les combien les frottis? Rappelle-le. Les frottis, à partir de 25 ans, puis une fois par an, puis tous les 3 ans, et passé 5 ans, si tout va bien, c'est tous les 5 ans. Évidemment, on continue le rendez-vous annuel et donc parfois, on en fait plus rapidement. Donc, jusque 65 ans, le dépistage du cancer du sein, tous les ans chez sage-femme, gynéco, médecin généraliste, et à partir de 50 ans, la mammographie, tous les 2 ans jusque 74 ans. Et qu'est-ce qui se passe à 75 ans alors on continue parce que c'est ce qui est recommandé pour la population générale, mais ça ne veut pas dire qu'après 74 ans, on n'est plus à risque de cancer du sein, qu'on n'est plus à risque de cancer de l'utérus, du vagin, ou qu'on n'a plus de sexualité aussi. Bien sûr. Et donc, le suivi gynécologique, c'est pour tout ça. C'est pour vérifier, certes, qu'on est en bonne santé, mais c'est aussi pour dire, en fait, moi, j'ai 74 ans, je continue d'avoir des rapports ou j'ai envie d'en avoir différemment parce que j'ai moins de libido ou j'ai des douleurs, mais j'ai entendu te parler, par exemple, de sexualité sans pénétration. Et c'est aussi le lieu pour en parler quand on a un professionnel de santé de confiance. Alors, la ménopause est accompagnée parfois, puisqu'on parle de sexualité, de sécheresse vaginale. Oui. Comment est-ce qu'on parvient à la mettre dehors, cette sécheresse vaginale? Alors, les traitements locaux, acide hyaluronique, il y en existe en crème, en ovule, on en trouve en pharmacie, sans ordonnance. S'il n'y a pas de risque de cancer du sein avéré, l'huile d'onagre en local, ça fonctionne super bien. Mais sinon, les huiles végétales classiques, moi, c'est ce que je conseille à mes patientes. Pour celles qui trouvent ça un peu étrange, j'aime dire, moi, par exemple, j'ai la bouche sèche et je mets du baume à lèvres quotidiennement. Et voilà. Et on peut se dire qu'on peut faire son hydratation. C'est notre petit baume à lèvres secret. Exactement. Et franchement, mettre de l'huile au quotidien sur sa vulve, donc classiquement, huile d'amande douce, huile de jojoba, huile de pépins de raisin, huile d'avocat, c'est des choses qui fonctionnent bien. Ça peut apaiser de manière locale et maintenir l'hydratation également. Mettre du lubrifiant pendant les rapports, beaucoup. C'est pas de la triche. Et bien évidemment, se questionner aussi sur les rapports. Avoir une vie intime, c'est pas forcément que avec pénétration ou c'est pas forcément la pénétration la partie la plus longue. Donc c'est aussi parfois revoir sa sexualité et la sexualité sans pénétration, parfois ça rend service aussi au partenaire qui avec l'âge, c'est plus toujours si simple non Parce plus. Parce qu'on parle de la ménopause, mais messieurs aussi, il va vous arriver des trucs. Eh oui. Justement, les hommes, est-ce que tu trouves qu'ils sont assez informés aujourd'hui sur la ménopause? Non. Alors là, clairement, c'est tabou encore chez eux? Je sais pas si... Alors, je pense qu'il y a une part de tabou. Je pense qu'il y a clairement une part de ça ne les intéresse pas. C'est tellement bien vu. Franchement, ça ne les intéresse pas. Et puis, c'est encore trop courant de se dire « Oh ouais, mais vous les femmes et vos histoires de femmes ». En fait, non. Quand notre partenaire, si on est dans un couple hétéro, se plaint de ses bouffées de chaleur, de mal dormir, ça peut impacter le couple. Que ce soit le mode de vie, que ce soit la libido. En fait, je sais pas, on est humain et on a des relations avec d'autres êtres humains, donc autant s'en soucier. Bien sûr. Et puis, on est une équipe quand on est un couple. Exactement. Donc, messieurs, voilà, on écoute et on se renseigne. Et c'est comme cette réflexion, tu sais, qu'on dit elle est de mauvaise humeur, elle a encore ses règles. Exactement. Tu vois, ça, on n'en peut plus de ça. C'est ça. Et en fait, bien vivre sa ménopause, c'est aussi être soutenu. Oui. Donc, c'est ça aussi, s'informer. C'est vrai que c'est important. Et quand il y a des femmes qui sont seules, elles ont le réseau des copines, elles ont la famille, elles ont tout ça. Exactement. C'est important, je pense, d'échanger entre femmes, justement. C'est hyper important. C'est vraiment ce qu'on peut s'apporter, c'est les témoignages, en sachant que chaque ménopause est unique.
Oui. mais on se sent moins seul finalement dans la diversité des témoignages. Et puis parfois, on va piocher chez l'une, chez l'autre un conseil et on se sent pas anormal. Parce qu'en tant que femme, on se sent toujours... Pardon, je te coupe parce que là, j'étais avec des amis qui me disaient... quand on avait 20 ans, on s'échangeait les tips de maquillage et tout ça. Et là, on s'est retrouvés typiquement avec des cinquantenaires. Et on était là, alors toi, tu prends quoi? Mais alors ton gel, tu l'appliques sur la cuisse. Voilà. Et je dis, putain, on a quand même changé nos conversations, quoi. C'est plus vraiment la même chose. Mais oui, bon, voilà, c'était important de le souligner. J'ai quelques idées reçues. Je voudrais que tu me dises si c'est vrai ou si c'est faux. Est-ce que si j'ai pris la pilule, je serais ménopausée plus tardivement? Eh bien non. On va dire que l'âge de la ménopause est un peu comme prévu. Et même si on pourrait se dire, effectivement, comme je prends une pilule, j'ovule pas et donc je stocke mes ovules, bah non, en fait, ils ont une date de péremption. Donc, ceux que je devais fournir à telle date, bah si ils sont pas fournis parce que c'est bloqué à cause de la pilule, c'est tout. Ils sont comme dégradés et donc on repousse pas la ménopause. Alors, ma mère a été ménopausée, j'ai n'importe quoi, à 48 ans. Est-ce que je serais ménopausée à cet âge aussi? C'est possible que non. Pour le coup, il y a une part de génétique dans l'âge de la ménopause et donc c'est possible qu'on ait un âge de la ménopause proche de sa mère, mais c'est pas sûr, donc on peut pas le prédire d'avance. Est-ce que le nombre de grossesses peut impacter l'arrivée de la ménopause? Eh bien non, on pourrait se poser la même question comme la pilule. Et non, les grossesses ne repoussent pas l'âge de la ménopause. Bon, et la dernière question, tu y as déjà répondu. Une fois ménopausée, doit-on toujours aller chez le gynécologue? La réponse est oui. Oui, et 3 fois oui, et 1000 fois oui, les filles. Bon, dernière petite question, pardon. Si tu devais adresser un message clé ou une phrase forte aux femmes qui nous écoutent et qui se sentent concernées par le sujet, et on le sera tout un jour, mesdames, qu'est-ce que tu leur dirais? Eh bien, j'aimerais dire à toutes les femmes qui nous écoutent que la ménopause, c'est pas une maladie, c'est pas une pathologie, c'est pas la fin de la vie, c'est la fin d'un cycle, la fin des cycles en l'occurrence, mais c'est aussi le début de plein d'autres choses et qu'il est possible de bien la vivre, de bien s'entourer, de bien se renseigner. Bon, et c'est pas la fin de la féminité. Ouais. C'est ça, c'est pas clairement. parce qu'on est ménopausée, qu'on n'est plus femme. Exactement, on reste des femmes. Ouais, on est des femmes, voilà, jusqu'au bout, jusqu'à nos 85 printemps. Merci beaucoup pour cet échange, Charline. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, merci beaucoup. On a tout dit. Merci pour votre écoute. J'ai abordé tous les sujets qui me semblent essentiels. Super, merci, on est ravis.